Le technicien va examiner les résultats. Comment vous dites en français human techniques? Comment? Human techniques sont les techniques humaines. Oui, les techniques humaines. Ah. Oui, enfin, c'est psychologie, sociopsychologie, psychanalyse, etc. Oui, mais nous avons lu les livres en anglais. Oui. Et il y a des choses que le translateur, il y a des notes aussi. Pour le premier, la société technicienne, ça a été terrible. La traduction, ça a été terrible, parce que le traducteur était un philosophe, et très souvent, il lui arrivait de mettre ses idées à la place des miennes. Et ma femme a dû, quand elle a jeté un coup d'œil au début, et puis elle s'est rendue compte de ce qu'il avait fait. Alors, ma femme connaît très très bien l'anglais. Elle a corrigé toute la traduction du livre. Non, je crois que les techniques humaines naissent à partir du moment où on sent le malaise de l'homme. L'homme qui vit en ville, par exemple, dans un univers où rien n'est vivant, où la ville est faite avec de la pierre, du ciment, du béton, etc., l'homme ne peut pas être heureux là-dedans. Alors, il a des troubles au point de vue psychologique qui lui viennent essentiellement de ce milieu, également de la vitesse à laquelle il est obligé de s'adapter, alors que, ça nous le retrouverons, normalement l'homme est fait pour vivre au temps de la nature. Et cet homme devient psychologiquement malade. Alors, pour répondre à cette maladie psychologique, eh bien, il y a des techniques humaines exactement comme des techniques médicales. Mais les techniques humaines ont pour but, effectivement, de permettre à l'homme de vivre dans un milieu qui est anormal. Ça, quand on fait de la plongée sous-marine, on a une combinaison, on a des bouteilles d'oxygène, etc., pour vivre dans un milieu anormal. Eh bien, les techniques humaines, c'est exactement la même chose. Oui, je citais quand même les techniques d'ordre psychologique et d'ordre... Mais la publicité et la propagande en font partie. La publicité, je connais un très grand nombre de personnes qui aiment la publicité à la télévision parce que c'est très amusant. Bon. C'est un élément de distraction, c'est un élément de divertissement. Et l'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement, a besoin de changer d'idée. Et alors, le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que chez Pascal, quand Pascal emploie le mot divertissement, il veut dire que l'homme qui est orienté vers Dieu est détourné du chemin qui le mènerait à Dieu par un divertissement. Il s'amuse. Au lieu de penser à Dieu, il s'amuse. Bon. Chez nous, c'est au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique, notre métier, etc., etc., nous cherchons un divertissement. On s'amuse. Et l'amusement, le divertissement est produit par des techniques, mais des techniques qui sont dictées par les techniques humaines. C'est parce que l'on connaît bien la psychologie de l'homme dans telle et telle condition, de l'homme qui travaille dans telle et telle condition, qu'on lui fournit le divertissement qui va servir de compensation, en définitive. Non, ce n'est pas du tout un système de camp de concentration, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le camp de concentration, c'est exactement la même chose que
en face d'une dictature, on peut se révolter contre une dictature, un dictateur, la police, etc., la contrainte, la brutalité, etc., etc. Mais si vous êtes dans une société bienveillante, gentille, amicale, qui vous donne de quoi manger, de quoi vous distraire, de quoi, au fond, mener une vie qui n'est pas désagréable. Et c'est très bien de mener une vie qui n'est pas désagréable. Contre quoi se révolterait-on? Simplement, on ne s'aperçoit pas que l'on perd sa liberté en même temps. Mais ça, on ne s'en aperçoit pas. Parce que un homme pense qu'il est libre pour de bien autres raisons que la vraie, n'est-ce pas, en réalité. Et je crois par conséquent qu'une société de style libéral, de consommation, etc., c'est tout aussi dangereux. Mais on ne se révolte pas. Vous voyez par exemple en France, c'est très caractéristique. En face des partis politiques qui sont tous pareils et qui sont tous absurdes, qu'est-ce que font les Français? Ils ne s'intéressent plus à la politique, ils ne votent plus. Bon, ils vivent dans une société où on est libre de ne pas voter. Et à ce moment-là, vous avez la classe politique qui fait ce qu'elle veut. Ils organisent le truc comme ils veulent, sans le contrôle des citoyens. Les citoyens ne sont pas d'accord, mais ils n'ont aucune raison de se révolter. Combien de fois j'ai dénoncé ce qu'on appelle la classe politique, c'est-à-dire la petite fraction d'hommes politiques qui se retrouvent toujours. Toujours. Ça, et en France, vous n'en avez probablement pas entendu parler, il y a eu le scandale extraordinaire qui était le scandale suivant. Des députés avaient été pris en flagrant délit d'escroquerie énorme. Il y a en France des escroqueries fantastiques, portant sur des milliards. Alors, quand un homme a été élu député, il ne peut passer en justice que lorsque le Parlement a voté qu'il était déchu de son mandat de député et qu'il passerait en justice. Eh bien, devant ces hommes politiques dont on savait qu'ils étaient des escrocs, eh bien, le Parlement les a couverts. Ils n'ont pas pu passer en justice. Alors là, les Français ont été complètement écœurés. Ils ont trouvé ça absolument affreux. Mais ça ne fait rien. Ils siègent toujours au Parlement, ils votent, ils sont... Aucun problème. Et les Français ne sont pas descendus dans la rue pour les obliger à s'en aller. Contrairement, si ça avait été un dictateur, ils l'auraient fait. Moi, de député. Ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà le danger d'une société libérale et soi-disant permissive. Et je ne vois pas le problème parce que l'imitation de la technique par quoi? Oui, c'est en effet pour moi le drame le plus grand et notre plus grande culpabilité. Parce que nous sommes entrés dans ces sociétés en considérant que c'était des sauvages, que ce n'était presque pas des hommes. Nous n'avons pas pris au sérieux ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce qu'ils pensaient. Je dirais, un petit souvenir d'historien, qu'au Moyen-Âge, contrairement à ce que l'on imagine,
on avait davantage le respect des autres sociétés. Et par exemple, en France, il y avait le slogan que visant les esclaves d'Afrique, etc. Et ce slogan disait « Toutes personnes sont franches au royaume de France ». C'était un jeu de mots. Franche, ça voulait dire elles sont libres. Il suffisait qu'un esclave touche le sol du royaume de France, il devenait libre. Bon. On était plus respectueux. Nous sommes entrés dans ces pays sans vouloir les comprendre, ou bien parce que nous avons pensé que ce n'était pas utile, ou bien nous les avons trompés. Et alors je prendrai deux aspects. D'abord, nous avons prétendu utiliser toutes les richesses de ces pays et les utiliser dans notre perspective industrielle principalement. Alors, on a détruit, par exemple, l'agriculture traditionnelle et on l'a remplacée par ce que l'on a appelé l'agriculture industrielle, les arachides pour faire de l'huile, le cacao, la canne à sucre, etc., etc. Bon. Et en même temps, on obligeait les membres de ces sociétés à obéir à ceux qui les avaient vaincus, parce qu'on ne pouvait y entrer qu'après les avoir vaincus. Et on finissait toujours par les vaincre parce qu'on avait des moyens techniques plus puissants. Et alors, je pense forcément, moi, davantage à l'Afrique, parce que ça a été notre colonisation, et je connais mieux ce qui s'est passé. Nous avons détruit les structures sociales, tribales, familiales, etc. J'ai vu, par exemple, quand nous avons vécu au Maroc, quand on appelait des jeunes pour travailler dans une usine, ils sortaient de leur famille. Mais quelle autorité le père de la famille pouvait-il garder sur ces jeunes qui étaient maintenant habitués à ce milieu industriel, qui était fait à un système de consommation, etc., etc. La famille était détruite. Nous n'y avons même pas pensé qu'on détruisait une famille. Simplement, on avait besoin de ces ouvriers, on appelait ces ouvriers, et puis c'était tout. Et le père de famille n'avait plus son pouvoir, n'avait plus son autorité. Et de la même façon, nous avons détruit les croyances, nous avons détruit les mythes sur lesquels ces sociétés vivaient. Et ici, je suis obligé de dire que les évangélistes chrétiens n'ont rien compris à ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont commis l'erreur horrible qui consistait à dire à ces hommes, vous êtes condamnés si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Alors que le vrai message de Jésus-Christ consiste à dire, vous êtes aimés par Dieu de toute façon, et ce que nous avons à vous apporter, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est une bonne nouvelle de libération. Alors, les missionnaires, ils ont eu souvent beaucoup de courage, etc., mais ils se sont complètement trompés. Ils ont détruit des choses qui étaient très fondamentales, sans lesquelles l'homme ne peut pas vivre. D'où vient-il ?
quel est le sens de sa vie? Tous ces hommes, ils y avaient pensé, ils avaient trouvé une réponse. Nous n'avions pas le droit de détruire cette réponse. Alors, nous avons détruit ces structures sociales, nous avons détruit l'ensemble des croyances, c'est-à-dire au fond, de la compréhension qu'ils avaient du monde, de l'univers. Et en plus, nous les avons souvent trompés. Trompés quand nous ne pouvions pas les vaincre. J'ai fait étudier des traités politiques qui étaient passés par le gouvernement français et puis un royaume noir, africain, que l'on n'avait pas pu vaincre. Et ces traités, c'était affreux parce que c'était des mensonges. Tous les deux avaient signé, avaient dit qu'ils étaient d'accord, mais on avait menti au roi du Bénin. On lui avait menti. Et après, on venait avec le papier en lui disant « voilà ce que vous avez promis ». Mais il n'avait jamais promis ça. C'était nous qui lui avions fait promettre quelque chose. Alors, on les a détruits, et le résultat, ça a été que, au moment de la décolonisation, quand ils sont devenus des peuples indépendants, ils n'avaient rien. Ils n'avaient plus de structure sociale, ils n'avaient plus de structure mentale, ils n'avaient plus de croyances, ils n'avaient plus un moyen de relation avec la nature, ils n'avaient rien. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de peuples qui sont lâchés comme ça, sans avoir rien? Eh bien, ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que le plus fort va prendre le pouvoir, même s'il n'a aucun droit. Il prend le pouvoir, il prend toutes les richesses pour lui. Quand on donne une aide à un peuple africain, l'argent va tout entier entre les mains du dictateur ou du parti dominant, etc. Le peuple n'a rien. Le peuple a été habitué à des monocultures industrielles. Il n'a donc pas les moyens de vivre. Il n'a pas les polycultures, ce qu'on appelle des polycultures vivrières. Et de ce fait, il ne peut pas s'entretenir lui-même, il est obligé de tendre la main pour qu'on lui apporte quelque chose. Même, je dirais, un arrêt. Mais je pense que il y a deux éléments. Enfin, il y a donc l'attitude, ce que j'ai essayé de décrire, de ceux qui ont porté la technique dans ces sociétés. Et puis, si je prends la technique en elle-même, même en dehors de l'action des Européens, je dirais que la technique ne respecte pas les choses naturelles et par conséquent, elle tend à détruire le milieu. Lorsque des Africains appliquent des techniques modernes, ça entraîne les mêmes conséquences que lorsque des Européens les appliquent. Enfin, donc il y a ce problème de la destruction du milieu, et de la même façon, il y a la création d'une hiérarchie différente. Autrefois, il y avait une hiérarchie qui était une organisation tribale, par exemple,
Maintenant, celui qui a le pouvoir, qui est en haut, c'est celui qui détient un certain nombre d'instruments techniques. C'est celui qui détient un certain nombre de savoirs techniques. Par conséquent, il n'y a pas de conciliation possible entre une société traditionnelle et une société technicienne. Et les sociétés traditionnelles obéissent à une attitude qui a été tout à fait habituelle, tout à fait courante dans l'histoire, et qui consiste en ce que le vaincu imite toujours le vainqueur. C'est-à-dire que puisqu'il a été vainqueur, c'est qu'il avait pas seulement des moyens plus forts, mais il avait une relation avec des puissances qui étaient plus fortes que les miennes. Donc on va croire davantage dans ces puissances que dans celles que j'ai. Il y a eu l'exemple, c'est très curieux, parce que on n'en a pas tenu compte, pour le Japon. Après l'explosion de la bombe atomique de Hiroshima, eh bien, il y a eu des déclarations solennelles disant donc l'empereur n'est pas Dieu. C'était pas possible. C'était pas lui qui avait le moyen le plus puissant. Donc il n'est pas Dieu. Mais c'est un bouleversement inouï, c'est pas dans une société que le renversement des dieux. Et la technique renverse tous les dieux. Parce que il faut, alors là nous allons entrer dans un problème considérable que nous retrouverons, parce qu'il faut accepter de vivre autrement que les autres. C'est-à-dire qu'il faut par exemple accepter de ne pas être aussi riche que les autres, de ne pas consommer autant de choses que les autres, de ne pas avoir des instruments aussi efficaces que les autres. Et c'est très bouleversant quand nous comprenons quelle est la détresse de ces peuples africains. Lorsqu'il y a eu la grande famine du Sahel, ma femme a lancé le premier mouvement de SOS Sahel pour aider les peuples du Sahel. Et on a réuni de l'argent, et alors j'avais des étudiants qui étaient de ces pays et qui m'ont dit surtout n'envoyez pas l'argent au gouvernement. Alors on est entré en relation avec, par ces étudiants, avec des villages du Sahel. Et dans ces villages, on a eu quelques hommes qui parlaient à peu près le français, et par ces étudiants, on a pu avoir une relation. Bon. Nous avions, nous, avec notre argent, l'idée de faire des choses très importantes, par exemple, de creuser des grands puits avec motopompes, etc. Et ils nous ont répondu non, c'est pas ça du tout. Nous n'avons pas besoin d'un grand puits, parce qu'il faudrait que les troupeaux arrivent de 20 km, de 30 km pour aller vers ce puits. Il faut faire beaucoup de petits puits. L'eau n'est pas très profonde. Ce n'est pas utile d'aller à 30 mètres. 5 mètres, 6 mètres. Alors on leur a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas? Et ils nous ont dit, mais
il faut des pelles, il faut des pioches. Nous n'avons pas. Alors nous avons été stupéfaits à l'idée qu'il pouvait y avoir ces villages africains où il n'y avait même pas une pelle, même pas une pioche. Alors on a acheté ici des pelles, des pioches pour les envoyer là-bas. Puis après, il restait encore de l'argent. Alors on leur a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils nous ont dit, voilà, on voudrait des briques de ciment et puis du grillage pour avoir des poulaillers. Parce que les vautours mangent les poules. On ne peut pas avoir de poules. Tandis que si nous avons un bon poulailler... Alors nous étions complètement stupéfaits par des demandes aussi simples que ça. Mais il faut aider les peuples africains, c'est cela que je connais, au niveau où ils se trouvent. Il ne faut pas faire des grands projets de techniciens très élevés. C'est le plus important, c'est de se situer là où ils se trouvent. Seulement, il faut passer par-dessus le gouvernement. Ça, c'est difficile. J'ai eu un de ces étudiants qui a été condamné à la prison pour avoir fait ça, quand il est revenu chez lui. Oui, il faut d'abord savoir ce que l'on dit quand on parle de philosophie. Parce que s'il s'agit de la recherche d'une technique, d'une sagesse, je suis tout à fait d'accord. C'est un problème essentiel de la recherche d'une sagesse. S'il s'agit également de la recherche du sens de la vie, avec les deux significations que cela comporte en français, c'est-à-dire la valeur de la vie et puis l'orientation, le sens à donner sur une route, alors c'est aussi un problème philosophique. Mais si l'on prend philosophie au sens universitaire habituel, c'est-à-dire un discours rationnel, purement intellectuel, une discussion d'idées, alors je pense que ça n'est pas du tout un problème philosophique à ce moment-là, la technique. Parce que le grand problème, en effet, en face de la technique, c'est le problème justement du sens. C'est est-ce que la vie a un sens ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que la technique détruit le sens ou est-ce qu'elle donne un sens? Et ça, c'est une vraie question philosophique fondamentale. Et je crois qu'on peut y répondre, par exemple, si on considère toute une partie de l'art moderne. Dans l'art moderne, qui prétend exprimer le monde dans lequel nous vivons, qui prétend exprimer le monde technicien, et un très bel exemple à Paris est donné par la Maison de la Culture que l'on appelle le Centre Beaubourg. Ceux d'entre vous qui vont visiter Paris peuvent constater que le Centre Beaubourg est construit comme si c'était une usine. Eh bien, cet art-là, est-ce qu'il remplit encore la fonction que l'art avait dans la société traditionnelle? C'est cela la question qui est posée. Or, en définitive, nous arrivons dans la société actuelle à un art qui est absurde. Et il y a eu en France un théâtre de l'absurde qui a commencé avec Camus, mais c'était un théâtre qui était destiné à montrer que la vie était absurde. Et puis de là, on est arrivé à un théâtre absurde, c'est-à-dire où ce qui était placé sur la scène
dans le théâtre, c'était absurde. Ça ne voulait rien dire. Ça rappelait un peu l'ancienne époque de la poésie que l'on avait appelée dadaïste, où simplement il s'agissait de formuler des syllabes. Ba, et, œuf, u, c'était un poème. Eh bien, là, nous sommes en présence avec l'art de l'apparition d'une question philosophique fondamentale soulevée par l'influence de la technique. Et ceci a été même mis en doctrine. On a fait la doctrine de cet art qui n'a plus aucun sens. Ça a été en France la doctrine du nouveau roman. Alors, le nouveau roman, c'est très très intéressant parce que dans un roman, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de sujet, on ne raconte plus une histoire, il n'y a plus de héros, il n'y a plus d'auteur, l'auteur lui-même s'efface. Un des romanciers du roman moderne a pu dire « Quand le roman s'écrit, ce n'est pas moi qui écris le roman, c'est mon stylo qui a envie d'écrire. » Et il y a eu un conflit très important entre Sartre, je suis rarement d'accord avec Sartre, mais là je suis d'accord avec lui, entre Sartre et la doctrine du nouveau roman, parce que Sartre disait on écrit parce qu'il y a quelque chose à dire. Et dans le nouveau roman, on ne disait pas du tout, on écrit parce qu'on écrit. Il n'y a rien à dire. Donc il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus rien. Il y a des mots. Il y a des mots qui suivent les uns après les autres et il ne faut pas essayer de comprendre quoi que ce soit. C'est comme ça. Alors, je crois que là, nous sommes en présence d'une influence considérable de la technique sur un des éléments qui était essentiel pour l'homme, l'expression artistique. Et c'est là que je rejoins la philosophie, parce que si ce que l'on écrit n'a aucun sens, alors il n'y a plus de philosophie non plus. Et c'est pour ça que nous sommes en effet en présence de quelque chose avec la technique qui est très très important. La technique n'a pas d'autre sens qu'elle-même. Et c'est finalement ce que voulait dire le nouveau roman. Le nouveau roman n'a pas d'autre sens que les mots qui sont écrits. Bon. Ce qui fait qu'en définitive, le seul acteur important dans le roman, c'était l'imprimeur. C'était l'imprimeur, il imprimait les mots, c'est-à-dire il faisait une opération technique. Et nous sommes là en présence donc de nous demander de la question, est-ce qu'il y a vraiment un sens possible? Mais la recherche du sens ne peut pas être une affaire purement intellectuelle. La recherche du sens implique une mise en question radicale de la vie moderne. Pour retrouver un sens, il faut mettre en question ce qui n'a pas de sens. Or, nous sommes entourés d'objets qui sont actifs, qui sont efficaces, etc., mais qui n'ont pas de sens. Alors, autant une œuvre d'art a un sens, ou plusieurs sens, ou provoque chez moi un sentiment, une émotion qui donne un sens à ma vie, autant le produit technique n'en a pas.
Et d'autre part, nous sommes devant l'obligation de redécouvrir des vérités fondamentales que la technique efface, ou ce que l'on peut appeler des valeurs importantes, essentielles, pour que l'homme trouve que la vie vaut la peine d'être vécue. Et alors, à ce moment-là, le problème n'est plus tellement un problème philosophique, mais ça devient un problème moral, ou je préférerais dire éthique, et un problème théologique au sens véritable, c'est-à-dire une parole vraie. Il s'agit de retrouver un logos, une parole qui soit véritable. Ce que la technique efface complètement. C'est pour ça donc que je considère qu'effectivement la question posée par la technique et le conflit entre l'être vivant et puis le monde technicien, c'est une question tout à fait fondamentale, à condition de bien savoir que ce n'est pas toutes les philosophies qui s'intéressent à cette question-là. Eh bien, quand l'homme perd la motivation profonde de sa vie, il peut y avoir deux choses. Rarement, il accepte que ce soit vrai, que ce soit comme ça. Et dans ce cas, il est tenté par le suicide. Ou bien, il va essayer de s'enfuir dans le divertissement, nous en avons parlé, ou bien il va être déprimé, dépressif, et il va prendre des remèdes. Alors, quand l'homme prend conscience, il vit ce que la plupart des hommes de notre Occident vivent, c'est-à-dire ils sont très déprimés et découragés. Alors ils préfèrent ne pas regarder la chose, ne pas regarder la question et continuer. On roule de plus en plus vite, on ne sait pas où on va, pourvu qu'on aille très vite. Les jeunes. Eh bien, je crois que l'homme, malgré tout, reste très influencé par ce que l'humanité a été depuis 500 000 ans. Et on ne le supprime pas brusquement d'un seul coup. Alors, les jeunes, ils ont besoin d'une rencontre, ils ont besoin des amitiés, ils ont besoin de plaisanteries, ils ont besoin de jeux, mais les jeux que la technique leur propose, ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai très bien vu avec mes petits-fils, on leur achète des jeux électroniques très compliqués. Ils jouent pendant 1 jour, 2 jours, puis après ils laissent de côté, c'est fini, c'est pas intéressant. Un enfant s'amusera beaucoup plus avec des morceaux de bois où son imagination va créer tout un univers qu'avec des jeux très compliqués qui ne répondent pas à son imagination, à son désir d'échapper. Bon. D'autre part, les jeunes vont avoir d'énormes difficultés par leur formation dans la mesure où cette formation laisse de côté toute une part de leurs souhaits, de leurs désirs, et ils vont être formés pour remplir une petite case dans l'échiquier de la technique, mais une vie humaine, jusqu'à présent, ne peut pas se satisfaire avec ça.
alors brusquement il y a ces révoltes dont j'ai déjà parlé. D'abord parce que les philosophes contemporains sont influencés par la tradition philosophique. Alors si on essaye de penser le monde dans lequel on se trouve grâce à Platon ou Aristote, on ne comprend rien. On fait une philosophie qui est intéressante au point de vue intellectuel, mais qui ne correspond absolument à rien de la vie courante. Et ces philosophes sont généralement tout à fait aveugles devant la réalité qu'ils rencontrent. Pour moi, la